Donc, ça tombe bien, on est toujours sur le début de l'histoire. Mais merci de me l'avoir rappelé, parce que j'aurais... C'est bon, ça marche. J'aurais pu oublier. Avec ce truc. Voilà. Donc, on a une blessure. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir faire un certain nombre de choses. Pour l'instant, je vais vous passer certaines des notions que je vous montrerai sur d'autres schémas. Il y a aussi tout un ensemble d'événements qui vont être liés à du confinement, c'est-à-dire au fait de faire en sorte, c'est simple, qu'une fois qu'il y a une blessure, on délimite une zone. Ça, c'est notamment avec des fibres qu'on va le faire pour que la bactérie, idéalement, ne parte pas de partout. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est un événement principal et c'est presque cet événement qui est à l'origine de tout le reste. Ce que l'on veut essentiellement, c'est ce que vous voyez ici, c'est qu'on ait des granulocytes, des globules blancs qui sortent du vaisseau sanguin. C'est pour ça qu'on a fait la diapédèse au tout début, pour que vous l'ayez déjà en tête. L'événement principal, ça va être cette sortie de lymphocytes, ou de granulocytes, d'ailleurs, peu importe, cette sortie de leucocytes. Et pour faire sortir ces leucocytes, on va voir qu'il va y avoir un certain nombre d'événements qui vont se mettre en place. Donc après, il y aura d'autres schémas que je vais vous montrer. Hop. Il y aura un certain nombre de choses qui vont se mettre en place. Pour l'instant, je vous l'ai dit à l'oral. Il va falloir qu'on fasse de la vasodilatation, c'est-à-dire qu'il va falloir que le diamètre du vaisseau sanguin augmente. Ça, on le verra mieux sur un second schéma. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours que vous vous rappeliez, c'est quelque chose qu'on a toujours du mal à percevoir, c'est qu'un vaisseau sanguin ne contient pas une goutte d'air, pas une goutte de vide. Donc, si vous avez un vaisseau sanguin qui a cette forme versus qui a cette forme, ben, le sang, comme il remplit l'intégralité, il n'y a pas de vide à l'intérieur. Voici votre sang ici. Voici votre sang ici. Donc, OK, si vous avez bien fait les vasodilatations en deuxième année, la pression artérielle va diminuer quand on passe du vaisseau de gauche au vaisseau de droite. Hein, si on était sur les pressions, on est bien d'accord que la pression ici est plus haute et la pression ici est plus basse. Hein. Avec les élèves, ce que je leur explique chaque année, c'est comme si on prend un tuyau d'eau. Quand on appuie sur le tuyau, le jet va plus loin. Quand on relâche le tuyau, le jet va moins loin. Mais ici, ce n'est pas un problème de pression. On n'est pas en train de faire de la filtration rénale, on n'est pas en train de faire des trucs comme ça. On s'en fout réellement de la pression. Ça a presque le droit d'aller lentement. Par contre, c'est en termes de volume. Ici, le volume de sang est plus bas, alors qu'ici, le volume de sang est plus haut. Et s'il y a plus de volume, ben si dans le petit volume qu'il y avait là, imaginons, j'avais de quoi caler 2 leucocytes, à ce moment-là, ici, je pourrais caler peut-être 5 leucocytes. Du coup, le nombre de cellules ici est plus faible, alors qu'ici, le nombre de cellules est plus important. D'accord? Donc, une des premières choses qu'on va faire, c'est ça, cette vasodilatation pour avoir davantage de matériel qui arrive sur zone. Un peu comme quand vous faites du sport et qu'on a une vasodilatation des artérioles musculaires. Alors, souvent on dit oui, mais c'est-à-dire qu'il y a moins de tension, c'est vrai, mais qui dit plus de sang vers le muscle, il dit plus d'oxygène, plus de nutriments, etc. Et à l'inverse, on réduit les vaisseaux quand on veut moins alimenter. Quand vous faites du sport, l'intestin est en vasoconstriction parce qu'on lui apporte moins de nutriments, puisqu'on privilégie la perfusion musculaire à la perfusion intestinale quand vous courez. Et en cas d'inflammation, on favorise la perfusion au niveau du tissu lésé par rapport aux autres tissus. Alors, c'est bien beau d'apporter des... Alors, pardon. Cette vasodilatation, cette arrivée massive de sang, va être à l'origine de 2 premiers phénomènes, qu'on verra mieux sur notre schéma, la chaleur et la rougeur. La rougeur parce que le sang est rouge, c'est réellement ça, c'est aussi con que ça. Et la chaleur parce que le sang est à 37. Et donc, nous, on n'est pas forcément à 37 au niveau cutané, puisqu'on a la température aussi de l'extérieur qui impacte sur la peau. Là, avec le sang qui pousse sous la peau, on va être vraiment entre 37 et 38, parce qu'on a une zone, du coup, où le sang est plus présent, donc on ressent plus la chaleur sanguine. Maintenant, c'est bien beau d'amener des leucocytes, encore faut-il qu'ils puissent sortir du vaisseau sanguin. Donc ça, c'est la fameuse diapédèse. Si vous vous rappelez le schéma qu'on a fait ensemble sur la diapédèse, à la dernière étape, donc rappelez-vous, il y avait la margination, le roulement, l'adhésion et la diapédèse à proprement parler, quand les globules blancs passaient entre les vaisseaux. Je vous avais dit, si normalement on a 2 cellules qui sont collées comme ça et que ça ne passe pas, qu'est-ce qui se passe à la fin? On sépare, on casse les jonctions pour pouvoir passer entre les cellules. D'accord? C'est ce que vous avez ici. Les jonctions ont probablement été lésées
volontairement, on a fait sauter des desmosomes, etc. Et donc, les globules blancs vont sortir. Maintenant, les globules blancs ne sortent pas tout seuls. Il y a du plasma qui sort avec, même précisément du sérum. Rappelez-vous, le sérum, c'est la partie du sang moins les facteurs de coagulation. Donc, on a du liquide qui sort du vaisseau sanguin. On parle souvent d'exudat. Et donc, cet exudat, ce liquide, ben, il fait que ça gonfle. Hein. Quand on a une infiltration d'eau dans un mur, ça gonfle. Quand on a de l'eau qui remplit une éponge, l'éponge gonfle. C'est un mécanisme aussi basique que ça. C'est-à-dire que tout simplement, on va gonfler. Pourquoi? Parce que on a ici un liquide qui envahit le tissu. D'accord? Ce gonflement, d'ailleurs, est une des raisons de la douleur. Je mettrai tout propre sur notre schéma, je vous rassure. Ce gonflement est une des raisons de la douleur. La douleur a deux causes. Déjà, la formation des tissus qui appuient sur des neurones qui sont là pour la douleur, qu'on appelle des nocicepteurs, hein, rappelez-vous, c'est un vieux concept. Donc, nocicepteurs, pensez à noci comme nocif. Je ressens ce qui est nocif. Donc, nocicepteurs qui sont comprimés par le gonflement, comme si on vous écrase, hein, ça vous fait mal. Donc la douleur peut déjà venir de ça. Et en plus, on le verra plus tard, on va produire de la prostaglandine, qui est une molécule que l'on produit volontairement. C'est un petit plus que je vous ferai aujourd'hui, comme ça on parlera un peu des antidouleurs. Aujourd'hui ou vendredi, hein, selon comment on avance, on produira de la prostaglandine qui génère la douleur. Il faut savoir que non, il y a un cinquième symptôme qui n'apparaît pas encore dans les schémas, mais dont les médecins tiennent compte, qui est la gêne fonctionnelle. C'est-à-dire que si l'inflammation a lieu au niveau d'une articulation, forcément, vous avez du mal à utiliser cette articulation, donc vous avez une gêne fonctionnelle. Mais comme ce n'est pas un symptôme systématique, on ne les met pas encore dans les 4 symptômes classiques, hein, donc gonflement, chaleur, douleur et rougeur. Certains l'ont peut-être en latin, parce qu'on l'apprend soit comme ça, rugor, dolor, calor et tumor pour le gonflement. Vous les remarquerez, je vous rassure. Et c'est vraiment les 4 symptômes de l'inflammation. Alors, je vais vous montrer ça avec un autre schéma. Aujourd'hui, vous allez voir, on va beaucoup travailler sur des schémas, parce qu'en général, c'est ce qui marche tout simplement le mieux. Je vais directement copier l'image, puisqu'elle a la bonne taille. Go. Hop. Voilà, on va essayer d'un mettre qui rentre à peu près. Tuc. Je sais que je suis chiant quand je les cale, mais j'aime bien quand on y voit bien. Alors, là, vous avez exactement ce qu'on a vu tout à l'heure, mais je préfère, vous allez voir, on va le revoir plusieurs fois, hein, c'est ça l'idée. Donc, on commence par la première étape, la vasodilatation. La vasodilatation, si vous prenez le diamètre du vaisseau ici, si vous prenez le diamètre du vaisseau là, on est bien d'accord qu'il y a eu une augmentation du diamètre, hein, ça saute à peu près aux yeux. Donc, on va être du coup sur le phénomène de vasodilatation, donc qui était le fameux mécanisme responsable de douleur, rougeur et chaleur. Il faut savoir que la vasodilatation, c'est ce qu'on appelle aussi la phase vasculaire. Je vous le marquerai après, hein, je vous rassure. Quand on fera le schéma bilan, on écrira ces différentes phases. Pourquoi la phase vasculaire? Parce que c'est la phase de préparation des vaisseaux. C'est la phase où j'adapte mes vaisseaux pour que l'inflammation soit efficace. Donc on joue au niveau des vaisseaux, phase vasculaire. Ensuite, on remarque à nouveau qu'on a les globules blancs qui viennent comme ça sortir. Donc là, c'est la fameuse diapédèse. C'est ce qui est responsable notamment du gonflement. Vous voyez que du coup, ici, sous l'envahissement, sous l'effet de l'envahissement du tissu par du liquide, on gonfle le tissu. Donc, on va être du coup, hein, on va venir ici sur la courbe comme ça. Ce n'est pas la vasodilatation qui induit ce mouvement, c'est vraiment le gonflement. Donc, à ce moment-là, on parlera, nous, également de phase cellulaire, puisque là, ce sont les cellules qui agissent. Enfin, ici, vous avez une phagocytose qui est en train d'avoir lieu. On a un macrophage qui, d'ailleurs, là, oui, ce macrophage, il est encore en new-yorkais. Les granulocytes viendront ensuite le remplacer, l'exploiter bien forte. Donc là, vous avez un macrophage qui fait la phagocytose. Donc, vous allez être sur ce qu'on appellera la phase de résolution, c'est-à-dire qu'on résout le problème, on digère la cause de l'inflammation. Et pour ça, vous avez 3 jours. Si au bout de 3 jours, on ne s'en sort pas, sachant que c'est une lutte acharnée pour empêcher elle de passer dans le sang, sinon ça s'appelle une septicémie. Donc si au bout de 3 jours, ça ne passe pas, alors les macrophages repartiront dans le sang pour certains,
iront dans le système lymphatique et iront tout simplement demander de l'aide à vos lymphocytes. D'accord? On va le faire avec un dernier schéma. On essaiera de faire un point complet avec un schéma. Donc là, vous avez un schéma où il y a pas mal de choses. C'est pour ça que j'aime bien celui-là. Hop. Donc là, vous retrouvez le début et la fin. Donc, ça, c'est l'événement et ça, c'est l'inflammation qui s'ensuit. Au début, vous aviez un vaisseau avec un diamètre classique, quelques leucocytes à l'intérieur, votre tissu va bien, etc., etc. Qu'est-ce qu'on remarque quand on compare les deux schémas? Qu'est-ce qui s'est passé suite à l'inflammation? Vous retrouvez d'abord ici la notion de vasodilatation. Vous voyez bien que le vaisseau sanguin a gagné en diamètre. Vous avez ensuite ici la notion de gonflement. On voit bien que le tissu a gonflé parce qu'il était envahi par des globules blancs. Et dernier point, si vous regardez bien, au niveau du nombre de globules blancs, et que ici, il y en avait quelques-uns qui se baladaient dans le vaisseau, il y en avait 3. Ici, s'il fallait que je compte tous les globules blancs qui sont ou qui ont été dans le vaisseau, vous voyez qu'on est passé de 3 à plus d'une dizaine, tout simplement parce qu'on était allé appeler en renfort les cellules de la moelle osseuse rouge pour accélérer la leucopoïèse. On le reverra du coup sur le schéma bilan. Grâce à cette leucopoïèse intensive, j'augmente la quantité de globules blancs à l'intérieur du sang. Et donc, j'augmente, en gros, on appelle les renforts pour venir combattre du coup la menace. D'accord? Donc du coup, si on part sur le TD, et après je prendrai vos questions. Donc, quel est le but de la réaction inflammatoire? Pour déjà revenir là-dessus, ça va être premièrement de faciliter l'arrivée sur la zone. Ça ressemble beaucoup à ce qui se passe pendant une intervention de pompier. On fait, si malheureusement il y a un accident dans un immeuble, on évacue le parking, on facilite l'accès aux pompiers. Ça, c'est la phase vasculaire. Ensuite, on permet aux pompiers d'accéder dans la bonne salle, on les oriente, on leur dit à quel étage est l'accident, où est-ce que se trouve l'ascenseur, est-ce qu'il faut passer par les escaliers. Ça, ce serait la diapédèse, c'est la phase cellulaire. Et une fois qu'ils arrivent sur site, ils vont intervenir. Ça, c'est la phase de résolution. Une fois qu'ils seront intervenus, on sécurise définitivement la zone. Ça, on le verra à la fin. En plus de ce qu'on appelle la phase de résolution, on lui associe, on lui couple une phase de cicatrisation. D'accord? Donc, on facilite l'arrivée sur la zone. On va isoler, détruire, inactiver les envahisseurs. Détruire, inactiver les systèmes c'est la phagocytose. Isoler, je vous montrerai un schéma, on a des fibres qui se mettent en place pour délimiter la zone. Une fois que c'est fini, on viendra nettoyer les débris cellulaires. Ça, c'est les macrophages qui s'en occupent également. S'il y a des débris qui ont été générés, des cellules qui sont mortes dans l'histoire, il faudra récupérer tous les débris cellulaires que cela a généré. Et on préparera la cicatrisation. D'accord? Je vous remontre avec le schéma qu'il y avait là. Même limite, on ne voit pas très bien. Je vais vous en montrer un autre où on voit bien la phase de confinement. J'en avais repéré un tout à l'heure. Où il était? C'est quand je vais cliquer sur celui-là. Non, je l'ai perdu. Bon, c'est pas grave. Voilà, c'est un qui apparaît, sinon je vous le dirai. Ouais, ça ressemble à peu près, c'est pas très beau, mais ça passera. Donc si vous regardez ici, on a ici les bactéries comme ça qui envahissent, on a les mastocytes qui viennent, et là ils ont essayé de faire un peu des fibres. Là c'est de la coagulation, c'est ce qui permet de délimiter la zone. Pour pas que les bactéries puissent aller dans le sang, on va comme ça mettre des fibres, un peu comme on mettrait des barrières de sécurité, on va mettre des fibres qui vont délimiter la zone pour empêcher qu'on ait une propagation. D'accord? Donc normalement, vous l'avez dans de nombreux schémas, que forcément aujourd'hui, ces nombreux schémas, je n'arrive pas à vous les trouver tous. Mais voilà, on va en général confiner la zone pour empêcher qu'il y ait une propagation de la contamination. Je crois que vous l'avez avec la notion de plaquettes. Implémenter le schéma. Alors, ce sera un peu trouble, je suis désolé. Voilà. On a des plaquettes sanguines comme ça qui vont venir former un caillou autour de la plaie. L'idée, c'est de venir confiner tout simplement
la zone. Parce que sinon, il y a un risque, du coup, que la bactérie s'échappe trop facilement. Or ça, on ne souhaite pas que ça arrive. Donc on isole, on détruit. Une fois qu'on a fini, on fait le ménage et on finit la cicatrisation. D'accord? Les trois phases du coup, c'est ce que je vous disais. La phase vasculaire, c'est la phase immédiate, la phase la plus rapide, vasodilatation. Instantanément, je mets en place sur zone une vasodilatation. Pour ceux qui se demandent comment, ça se passe de la même façon que pour la diapédèse. C'est-à-dire que les cellules qui interviennent en premier, je peux vous remontrer ici, hein, voilà, les macrophages qui interviennent en premier libèrent, je veux dire un peu comme le sang pour les requins, hein, libèrent des molécules. Les mêmes molécules qui avaient permis aux sélectines de prendre position au niveau des vaisseaux, ben, ces mêmes molécules, ces mêmes médiateurs chimiques vont favoriser la vasodilatation. C'est-à-dire qu'en fait, c'est les produits générés par le début de la réponse immunitaire. D'accord? Donc, dans le tissu, on a ce qu'on appelle des cellules sentinelles qui sont en place avant qu'il y ait toute contamination. Elles sont là justement pour faire la surveillance. Quand ces cellules détectent qu'il y a eu une menace, qu'il y a eu infection, qu'il y a eu un pathogène, une toxine ou autre, ben, elles le détruisent et elles vont non seulement donc libérer des débris issus de la destruction du pathogène, un requin qui tue un phoque, ça libère du sang, mais en plus, volontairement, elles vont libérer des molécules chimiques pour attirer, comme un animal qui se mettrait à pousser un cri pour attirer du coup ses congénères. D'accord? Donc on va libérer, parce que là il n'y a pas de son, on va libérer des cytokines, on va libérer plein de molécules différentes qui vont venir favoriser, la plus connue étant l'histamine, hein. L'histamine que vous libérez pendant une allergie, qu'est-ce qui se passe? On en reparlera quand vous avez ce qu'on appelle un choc anaphylactique, hein, quand vous avez notamment des œdèmes de Coinck, ben vous avez un dégonflement, vous avez comme ça de la vasodilatation qui entraîne une hypotension généralisée quand vous faites un choc anaphylactique. En fait, tous les symptômes du choc anaphylactique, c'est des symptômes d'une inflammation aiguë et incontrôlée. D'accord? Et qu'est-ce que vous prenez quand vous avez une réaction allergique, hein, pour ceux qui ont des allergies? Vous prenez un antihistaminique, c'est-à-dire quelque chose qui va neutraliser l'effet de l'histamine, puisque l'histamine a comme pour but, on le verra ensemble, de favoriser la vasodilatation, a pour but de favoriser la diapédèse et a même pour but de favoriser la leucopoïèse, la production. Alors l'adrénaline, c'est encore autre chose. Elle ne combat pas, c'est une très bonne remarque, elle ne combat pas l'inflammation au niveau des symptômes, c'est-à-dire qu'elle ne combat pas l'inflammation elle-même. Par contre, vous avez raison, quand même, les gens qui sont fort allergiques ont en permanence, normalement sur eux, une ampoule d'adré, ou en tout cas chez eux, une ampoule d'adré. Pourquoi? Parce que comme quand vous faites une vasodilatation importante et généralisée, vous allez être en hypotension sévère. Et le problème d'une hypotension qui deviendrait trop sévère, c'est que le cœur s'arrête. Et donc, l'adrénaline, système nerveux sympathique, l'adrénaline favorise le fonctionnement du cœur, augmente le rythme cardiaque, favorise la vasoconstriction, etc., etc. Donc, en faisant un shoot d'adrénaline, on va faire ça. Les corticoïdes aussi. Les corticoïdes, tout ce qui est corticoïdes, ça va jouer sur les voies respiratoires notamment, parce que tout simplement, ce sont des ce sont des immunosuppresseurs. Pour ça qu'on ne peut pas prendre de traitement trop long avec tout ce qui est cortisone, parce que en fait, c'est d'ailleurs ce qui était utilisé au début dans les rejets de greffe. Donc, si vous faites un choc anaphylactique, si vous avez une réaction immunitaire qui est trop intense, on va pouvoir jouer sur des corticoïdes pour freiner l'inflammation, puisque ça va baisser le système immunitaire, et on va pouvoir jouer sur l'adrénaline. L'adrénaline, c'est en dernier recours, entre guillemets, le cœur s'arrête, suite au choc anaphylactique, boum, on envoie l'ampoule d'adré. Alors, c'est pas les ampoules, honnêtement, c'est pas exactement, pour ceux qui ont vu Pulp Fiction, hein, c'est pas non plus à ce point, mais ça reste des ampoules quand même. C'est pas à ce point, mais c'est quand même assez flippant quand on les voit. C'est les mêmes choses qui sont utilisées en cas d'overdose, hein, pour relancer le cœur. C'est ce que vous voyez des fois dans les séries médicales aussi. C'est vraiment quelque chose qui relance le cœur, tout simplement, hein. Quand vous êtes stressé, vous avez un shoot d'adré. C'est vous-même qui vous faites quelque part ce shoot et vous avez vos battements cardiaques qui vont du coup augmenter. D'accord? Donc voilà, donc c'est une bonne remarque. Alors, adrénaline, voilà, corticoïde, on va corriger les conséquences, plutôt adrénaline, on corrige les conséquences de l'inflammation,
Histamine, on essaye de bloquer l'inflammation en jouant sur l'histamine dont on empêche du coup l'action. Donc ça, c'est les antihistaminiques. Les corticoïdes, on n'est plus, c'est pas ce qu'on pourrait dire les antibiotiques à large spectre. Les corticoïdes, c'est un effet plus large qui baisse globalement le système immunitaire. Donc normalement, ça concerne aussi du coup l'inflammation. Donc il me semble que dans l'ordre, s'il n'y a pas de bêtises, je ne suis pas médecin, mais d'abord on prend des antihistaminiques quand on sent la crise arriver. Si la crise est aiguë, on commence à prendre des corticoïdes pour essayer vraiment de freiner des deux pieds au niveau du système immunitaire. Et si malheureusement on a mal géré entre guillemets et qu'on a du coup le cœur qui est sur le point de s'arrêter ou qui commence vraiment à tomber très bas, on passera sur l'adrénaline. Alors du coup, on va voir du coup ce schéma-là. On va le voir en deux temps. Et même en plusieurs temps. Parce qu'il y a plein de choses qui sont importantes. Je vais essayer de ne pas le gribouiller au début. Je vais essayer de le faire le plus propre possible. Je vais juste prendre entre guillemets, la bombe de peinture, mettre en évidence des éléments qui vont m'intéresser. On va se laisser juste ici pour l'instant. Il faut que je prenne pour cette glandine, sinon ça ne marchera pas. Voilà. Alors, l'idée, c'est quoi? Ici, ça va être juste de regarder ce schéma. Alors, c'est un exemple de schéma bilan, on peut en faire plein d'autres, hein, je ne vais pas vous mentir. L'idée, c'est juste de voir les principales étapes. On va commencer par ce qui se passe à gauche. On va commencer par la libération d'histamine. Donc, bien entendu, tout commence ici. Là, c'est là qu'on a nos fameuses cellules sentinelles. Alors, qui libère des cellules? Enfin, qui libère de l'histamine? Souvent, parce que, souvent les élèves se posent la question. Souvent, ce qui se passe, c'est ça. Hein. Vous l'avez d'ailleurs ici, d'accord? C'est-à-dire que les macrophages voient le pathogène, j'en ferai pas plus, sinon après ça va être moche. Les macrophages voient le pathogène, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont libérer des molécules qui peuvent soit favoriser la phase cellulaire, soit favoriser les phases vasodilatation, perméabilité, etc. D'accord? Donc par exemple, vous avez alors les macrophages ou les cellules résidentes, hein, parce que là on parle aussi des mastocytes. Rappelez-vous, les mastocytes, c'est des basophiles qui sont devenus tissulaires. D'accord? Donc pour ceux qui auraient oublié, juste au cas où, les mastocytes, au tout début, c'était des basophiles. D'accord? Donc au niveau des tissus, non, tout à fait. L'histamine, c'est vital pour nous. C'est pour ça d'ailleurs que l'histidine est très importante, hein, que c'est un acide aminé essentiel, notamment au début. Alors toujours, non. Non, c'est juste à partir de 8 ans que c'est plus essentiel, c'est vrai. Donc, bref, au niveau tissulaire, vous avez mastocytes et macrophages. En effet, comme vous l'avez vu, les mastocytes libèrent de l'histamine. Alors, vous, en général, vous connaissez surtout ça. Les basophiles dans le sang qui libèrent de l'histamine et on a une allergie. Donc, du coup, on n'aime pas l'histamine, on pense que c'est uniquement négatif. En fait, non. L'histamine, on en a extrêmement besoin parce que c'est ce qui va promouvoir l'inflammation. Maintenant, il y a deux moments où on la connaît négativement, dans les allergies et alors ce que des fois les gens appellent des allergies induites, des fois ce que les gens classent quand même dans les TIAC, hein, dans les intoxications alimentaires collectives, parce qu'il y a des poissons qui sont très riches en histamine. Hein. L'histamine, vous la produisez à partir de l'histidine. Un petit rappel de biochimie. Vous avez l'histidine qui donne, je vais vous marquer là, hop, j'arrête de toujours. Donc, hein, l'histidine qui est un acide aminé, l'histidine, c'est ça qui donne l'histamine. On l'avait vu en tout début, hein, en première année, quand on avait fait les phénomènes de désamination, donc par une désamination, une décarboxylation, pardon. Donc, ça veut dire que vous avez besoin d'histidine, et qu'à partir de l'histidine, vous allez produire de l'histamine. Et cette histamine va permettre l'inflammation. Donc, si vous n'aviez pas d'histamine, vous ne pourriez pas faire d'inflammation. Par contre, quand vous en libérez trop, on a ce qu'on appelle une inflammation aiguë, donc ce qu'on appelle aussi du coup une allergie. D'accord? Donc, premièrement, nos cellules résidentes, macrophages et ou monocytes, donc du coup, juste, je vais me permettre d'effacer cette flèche qui ne me sert à rien aujourd'hui.
Donc, nos cellules résidentes, macrophages ou mastocytes, voient la menace. Là, pour caricaturer le schéma, les macrophages, on les a mis que pour la phase cellulaire, les mastocytes que pour la vasculaire, mais il y a une collaboration entre les deux, c'est pas aussi tranché que ça. Donc, on reste à gauche, je libère de l'histamine. Que va faire l'histamine? L'histamine a deux rôles et que vous retrouvez justement dans les allergies. Vasodilatation localisée. Quand on est sur une allergie, le problème, c'est que la localisée deviendra généralisée. Là, on est sur une inflammation classique, elle reste localisée. Augmentation de la perméabilité. Là, pareil, c'est contrôlé. Dans une allergie, ça ne l'est plus. Là, on va avoir ce qu'on veut. Dans une allergie, ça s'appelle hypotension pour la vasodilatation et gonflement œdème pour la perméabilité. Quand c'est contrôlé, ça s'appelle juste inflammation et on est bien content que ça fonctionne. Et ces deux carrés rouges, ça permet d'avoir la fameuse phase vasculaire. D'accord? C'est-à-dire que l'on va préparer la suite. On va, grâce à la vasodilatation, augmenter les apports en sang. Donc ça permet d'apporter davantage de matériel, tout ce que contient le sang et qui pourrait être utile au bon déroulement de l'inflammation. On va du coup en avoir de plus grandes quantités, puisque plus de sang égale plus de matériel sanguin. Et l'augmentation de la perméabilité va permettre notamment de favoriser la diapédèse. Alors pour ça, je mets juste à moitié la couleur, parce que la diapédèse est liée à l'augmentation de perméabilité. On verra qu'heureusement qu'on a recruté des phagocytes pour qu'ils fassent cette diapédèse. Sinon, je ferai une diapédèse de pas grand-chose. Et la conséquence, par contre, c'est l'accumulation forcément de liquide. Et du coup, on retrouve nos différents symptômes. La vasodilatation entraîne rougeur et chaleur, tout simplement parce que le sang est rouge et que le sang a une certaine température. Et l'accumulation locale de liquide entraîne les œdèmes et une partie de la douleur. L'autre partie de la douleur, on va mettre de couleurs, sera liée à la prostaglandine. Donc la douleur est liée à deux choses. L'accumulation de liquide qui, en déformant les tissus, compresse certains récepteurs nerveux, les fameux nocicepteurs. Donc ça va faire potentiellement mal. Tout d'accord qu'il y a des inflammations, il y a des zones inflammées qui font plus mal que d'autres. Si vous avez des inflammations où ça gonfle beaucoup dans une zone articulaire, sous le pied, ce genre de choses, forcément la douleur est quand même liée à plein de choses. Par contre, le problème, c'est que autant l'inflammation qui est superficielle, vous la voyez, c'est rouge. Il vous est peut-être même arrivé d'avoir une inflammation, mais qui ne fait pas mal, mais vous voyez qu'il y a une inflammation parce qu'il y a un truc rouge, pas forcément très beau à l'œil, et vous vous doutez qu'il y a un petit souci. Par contre, selon où il y a une inflammation, si c'est l'appendicite, si c'est l'estomac, si c'est l'intestin, on ne le verra pas. Ou alors on le verra trop tard, on aura une inflammation absolument épouvantable. Donc il faut qu'on ait une molécule, la fameuse prostaglandine, qui va générer volontairement la douleur. Et on verra aujourd'hui ou demain, du coup, que quand vous prenez des antidouleurs, vous bloquez la prostaglandine. Alors que quand vous prenez des anti-inflammatoires, vous bloquez l'inflammation dans sa globalité. C'est quand même deux choses complètement différentes. Surtout en période de coronavirus, où je vous déconseille fortement de bloquer l'inflammation. Sinon, c'est comme si vous alliez sur Internet en déconnectant votre antivirus. Vous prenez un risque. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir un souci, mais c'est peut-être pas le moment de faire baisser son système immunitaire. Donc ça, c'est la phase liée au mastocyte, liée à l'histamine. C'est la phase plutôt vasculaire. Je vais essayer de changer de couleur pour qu'il y ait une logique. On va passer en bleu. On va passer à l'action. Alors si, vous ressentez l'inflammation parce que vous avez mal quand vous avez une appendicite. En général, on se rend compte. Moi, il s'avère qu'autour de moi, je connais quelqu'un qui a un symptôme qui est assez rare et assez embêtant. Je connais quelqu'un qui sent quasiment pas la douleur. C'est un problème au niveau des nocicepteurs. Donc c'est génétique. Et son père, par exemple, lui n'a pas eu d'appendicite. Il est passé directement à l'état péritonite. C'est-à-dire c'est le péritoine qui s'est enflammé. Pourquoi? Parce que lui, justement, n'a pas ressenti la douleur liée à l'appendicite. Alors non, on n'ira pas jusqu'à COX-1 et COX-2, qui sont super intéressants en effet. Non, on va aller beaucoup moins loin en termes de connaissances. On pourrait, mais là, ça va être plus compliqué. Alors, alors, il y a plein de questions intéressantes, donc du coup, je vais toutes les traiter. Alors, COX-1, COX-2, non. C'est des choses intéressantes. Nous, on va juste voir très rapidement comment on bloque tout ce qui est prostaglandine. On ne va pas rentrer trop dans les différentes oxygénases qui contrôlent tout ça. On va juste dire qu'il y a des enzymes. Alors, je crois que j'en nomme une sur un des schémas pour faire la différence entre stéroïdien et non stéroïdien. Mais en gros, on va juste voir comment je passe d'un phospholipide à un certain
d'acide gras et comment cet acide gras, je le transforme en prostaglandine. On verra qu'il y a deux enzymes impliquées, une phospholipase et une oxygénase, et on verra que selon l'antidouleur que l'on prend, des fois on se trompe d'ailleurs sur le nom, c'est plus des antalgiques que des antidouleurs, ça on en reparlera tranquillement, je vous mettrai un lien qui fera le point là-dessus, selon l'antidouleur que l'on va prendre, mais du coup, on aura besoin, cependant, il sera stéroïdien ou non stéroïdien, et un antidouleur stéroïdien ne bloquera pas la même enzyme qu'un non stéroïdien. D'accord? Pour faire simple, vite fait à l'oral, il me faut deux types d'enzymes pour produire la prostaglandine à partir d'un phospholipide, parce qu'il y a deux étapes. Il y a des inhibiteurs qui vont bloquer les enzymes de la première étape, celles qui s'attaquent directement aux phospholipides, donc les phospholipases, et on va avoir des inhibiteurs qui s'attaqueront aux enzymes de la deuxième étape. Et c'est ça qui fait les deux grandes classes d'antidouleurs, les AINS, les non-stéroïdiens, et les AIS, les anti-inflammatoires stéroïdiens. Et on verra qu'il y a souvent un bug entre anti-inflammatoire et antidouleur. On ne pourrait pas dire qu'une bombe froide est un antidouleur, alors qu'un anti-inflammatoire bloque l'inflammation et donc forcément au passage de la douleur. Mais ça, je vous mettrai une vidéo. Il y a un médecin qui fait des super vidéos sur les antidouleurs et sur l'automédication. Donc, je vous montrerai le lien tout à l'heure. Ceux qui s'intéressent à ce type de problématique, qu'en plus il est médecin, il a un vocabulaire qui est encore plus posé que le mien là-dessus. Je préfère du coup que vous puissiez voir directement cette vidéo. Pour ce qui est lié au sport, si le sport, c'est un traumatisme tissulaire. Donc, la preuve, c'est qu'une tendinite est une inflammation des tendons. Donc, quand vous faites du sport, c'est d'ailleurs un des problèmes avec le surentraînement, vous poussez l'organisme dans ses retranchements, vous tirez sur les tissus, vous sursollicitez votre corps, donc forcément, du coup, vous créez soit des micro-lésions, soit de l'usure, soit des irritations. Il y a plein de façons de visualiser ça. Et donc, on est sur des inflammations. Donc, les tendinites, par exemple, ce sont des inflammations des tendons. S'il y en a qui courent, un mouvement répété, un des plus connus, c'est le syndrome de l'essuie-glace. Vous avez le tendon latéral extérieur du genou qui va vous faire mal parce que vous avez augmenté les charges d'entraînement pour ceux qui font de l'endurance, etc. Vous pouvez avoir les fameux tennis elbow, vous pouvez avoir plein de douleurs. Alors, je ne suis pas médecin, donc je ne vais pas vous citer toutes les pathologies, parce que je risque de dire des conneries. Mais en gros, une tendinite, c'est une inflammation des tendons. Donc, on peut la prévenir en adaptant ses mouvements, en s'étirant pour soulager les tendons. Je sais que Thomas Ladram avait bien dit aussi l'importance de l'eau derrière, de l'hydratation et de l'apport en minéraux pour aider aussi tout ce qui est tendons, cartilage, etc. Et voilà. En sport, vous allez avoir on peut dire, les courbatures sont des inflammations. La preuve, quand vous avez des courbatures, vous prenez de l'aspirine, ça marche très bien. L'aspirine est un anti-inflammatoire. L'aspirine, il ne faut pas en prendre en ce moment, par exemple. L'aspirine est un anti-inflammatoire, vasodilateur. Donc, il y a plein de contre-indications à l'aspirine. On pense tous que l'aspirine, entre guillemets, c'est du Doliprane. Le Doliprane, c'est plus facilement consommable. Vous verrez dans la vidéo que si vous dépassez les doses, vous y laissez le foie. Mais comme tout médicament, il y a des effets secondaires, et comme le foie détoxifie, il est en première ligne. L'aspirine, une fille qui est en pleine période menstruelle, il ne faut pas qu'elle en prenne. Une femme qui va accoucher, il ne faut pas qu'elle en prenne. Si vous êtes sur le point d'avoir une opération ou de faire un don du sang, vous ne prenez surtout pas d'aspirine, ça va fluidifier votre sang. Et en plus, c'est quelque chose qui va être anti-inflammatoire. Donc, par exemple, si vous avez la varicelle et que vous prenez aspirine ou Advil, de vrais anti-inflammatoires, ce qui va surtout se passer, c'est que vous allez avoir 3 fois plus de boutons qu'avant de prendre le médicament. Vous n'aurez plus de température. On va en parler aujourd'hui de l'intérêt de la température, mais vous allez avoir tout un ensemble de symptômes. D'accord ? Donc oui, le sport, c'est un processus inflammatoire. C'est un peu gêné, le sport n'est pas un processus inflammatoire, mon Dieu, c'est un gros raccourci. Mais les douleurs engendrées par le sport peuvent être issues de processus inflammatoires. D'accord ? L'inflammation n'est pas forcément liée à une invasion, ça peut être aussi lié à une lésion tissulaire. Donc, il va falloir travailler sur le tissu lésé, virer les cellules qui sont abîmées, etc., etc. Donc, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Donc, du coup, au niveau de l'action des macrophages, qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors, les mastocytes libèrent vraiment précisément de l'histamine. C'est vraiment ce que font surtout les mastocytes. Les macrophages, c'est plus large. On va parler de chymiokines. Il y en a plein. Il y a la bradykinin, il y a des cytokines qui sont encore une famille, les interleukines, etc. L'interleukine 1 notamment, qui est libérée par les macrophages. Et en gros, ce sont des molécules chimiques. Kin, souvent, c'est qui permet d'échanger.
et chimio, donc au niveau via de la chimie. Et ces chimiokines vont favoriser la phase cellulaire. La phase cellulaire, c'est pas la diapédèse à proprement parler, ça y contribue, mais c'est surtout qu'on va recruter en fait des phagocytes. Donc la phase cellulaire, en fait, elle contient également. Alors la fiche, je la ferai la prochaine fois, parce que là je vois que l'heure tourne. Il y a des chances que la fiche, je la fasse la prochaine fois quand on révisera, parce que l'inflammation, je tiens à la faire en 2 fois. Parce que c'est vraiment un des 3 processus clés de l'immuno. Donc ne vous inquiétez pas si j'écris pas beaucoup aujourd'hui, c'est normal. Donc, la phase cellulaire va être aussi la stimulation de la leucopoïèse. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des chymokines qui vont remonter jusqu'à la moelle osseuse rouge pour dire on a une inflammation, il nous faut 4, 5, 6 fois plus de globules blancs que d'habitude. La moelle osseuse se met à faire une leucopoïèse en quantité industrielle. On envoie les leucocytes dans le sang, donc tout ce qui est neutrophile et macrophages. Ils vont arriver notamment, ça peut être aussi éosinophiles, si c'est parasitaire, et quelques basophiles pour l'histamine. Mais on va beaucoup envoyer de cellules qui font la phagocytose, et comme ça, on va venir détruire du coup l'envahisseur. C'est pour ça que quand on a une inflammation, les éléments sur une prise de sang qui peuvent indiquer une inflammation dont on ne s'est pas rendu compte, c'est le taux de globules blancs au niveau du sang. Quand on voit qu'il y a une explosion du taux de globules blancs sanguins, ça veut dire qu'il se passe quelque chose au niveau immunitaire. Il n'y a pas d'autre possibilité. D'accord? Donc ça, c'est la première partie du schéma. Je vais vous montrer la deuxième. Où pour l'instant, il y aura des notions qu'on n'a pas encore vues ensemble, donc j'y passe un petit peu moins de temps. Je vais essayer de récupérer juste voilà, le haut. Donc, on va faire ça. On va faire la suite de l'histoire. Alors, on n'a pas encore vu le complément. Donc, il y a des choses immédiatement que je vais mettre de côté, parce qu'on n'en parlera pas. Merde. Ok, il a décidé de m'embêter. Hop, désolé. Il y a un bug. C'est moi qui bug. Voilà. Alors, ce qui ne va pas m'intéresser pour l'instant, je ne vais pas l'effacer parce que je veux que vous le voyez, je vais juste le griser légèrement, d'accord? Donc pour aujourd'hui, voilà. Pour aujourd'hui, ça, 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 et ça, vous ne regardez pas. Par contre, c'est simple. C'est quelque chose qui est très important, qu'on appelle le complément. On en parlera notamment quand on fera l'immunité adaptative, parce que ça intervient aussi. Pour l'instant, ce n'est pas quelque chose dont je vais parler, donc ça va rester une boîte noire, d'accord? On va nous surtout s'intéresser à l'idée que l'on aura des protéines plasmatiques. Donc on va juste faire un grand P, voilà, juste faire ça, comme ça c'est encore mieux. On aura des protéines dans le sang qui vont venir nous aider tout simplement à réaliser la phagocytose. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore quelque chose qu'on a étudié ensemble, donc on va juste marquer protéines. Et ce qui m'intéresse sera les conséquences de cette boîte. D'accord? Donc, hop, on va se mettre ici. On va changer de couleur, pardon, pour ce qu'on a déjà vu ensemble. Donc, on a vu qu'il y avait une phase cellulaire. On a vu qu'il y avait une... Pardon, hop. On a vu qu'il y avait une phase cellulaire et une phase vasculaire. Ce qu'on va voir maintenant, c'est très important, c'est la phase de résolution et de cicatrisation. Qu'est-ce que c'est que la phase de résolution et de cicatrisation? On va juste voir la fin. L'idée, c'est qu'à la fin, on aura éliminé le pathogène, ça c'est important, et qu'on aura réparé les tissus une fois qu'on aura éliminé le pathogène. Alors la première partie, l'élimination, est très facile. Je viens de vous dire que
c'est la flèche qu'il y a là, hein, on avait recruté notamment des neutrophiles et des phagocytes. Donc forcément, qu'est-ce qu'ils vont faire ceux-là? Ils vont venir phagocyter le pathogène. Il s'avère très important que dans les protéines sanguines, on en a qui sont également capables de phagocytose. Et dans les protéines sanguines, tout ça quand on fera le complément, il y en a qui sont également capables de stimuler la phase cellulaire. D'effet, ce qu'on appelle un cercle vertueux, on amplifie vraiment le mécanisme. Et moi, ce qui compte vraiment pour aujourd'hui, les flèches les plus importantes, c'est les macrophages et les neutrophiles vont venir réaliser la phagocytose, ce qui permettra d'éliminer le pathogène. Une fois qu'on a éliminé le pathogène, il va falloir que l'on répare, que l'on cicatrise. Ça, c'est grâce à toutes ces protéines sanguines qui sont arrivées, hein, les fameux facteurs de coagulation. Ça, normalement, c'est ce que vous avez fait en deuxième année avec le milieu intérieur et la coagulation du sang, la cascade de coagulation, avec le fameux facteur 10, les facteurs intrinsèques, extrinsèques, etc. On peut revenir là-dessus. Mais donc, ces facteurs de coagulation vont former des caillots qui vont permettre, d'abord déjà de confiner l'envahisseur, et dans un second temps, de faire la réparation tissulaire avec l'aide, ça c'est un peu effacé, hein, mais de fibroblastes qui sont à côté. Rappelez-vous qu'on est souvent dans du tissu conjonctif, hein, quand on est là-dedans. Donc on a des fibroblastes qui vont refaire les fibres de collagène, de réticuline, d'élastine, etc., etc. Et donc là, on corrige et on élimine. C'est presque la plus facile à expliquer. D'accord? Il y a tout qui s'est déjà mis en place. On a fait déjà tout ce qu'il fallait. Si, et ça ce sera vraiment la suite, si ça ne marche pas, c'est là qu'on a la fameuse adaptative qui se mettra en place. Si au bout de 3 jours, on ne s'en sort pas, on n'arrive pas à éliminer le pathogène, à ce moment-là, on va aller, donc ces fameuses cellules vont plutôt que de faire une phagocytose à 100%, quelques-unes vont prédigérer. L'exemple que je prends toujours, c'est si vous devez broyer un document. Si vous le broyez à 100%, il devient illisible. Maintenant, si vous déchirez une page en 4, je peux toujours reconnaître le texte que vous étiez en train de lire. Là, c'est un peu l'idée. On va non pas broyer à 100%, mais au bout de 3 jours, il y a quelques macrophages qui vont broyer partiellement, qui vont générer des fragments suffisamment petits pour qu'il n'y ait plus de menace, mais suffisamment gros pour qu'on puisse reconnaître l'organisme qui était présent au début. Et donc, on ira montrer ça au système immunitaire adaptatif, les fameux lymphocytes, qui, s'ils reconnaissent l'identité du pathogène, vont pouvoir du coup proposer une réponse un peu plus spécifique. D'accord? Souvent, on compare ça avec les pompiers. S'il y a un feu, entre guillemets, classique, on envoie les pompiers classiques. Je dis classique, c'est pas péjoratif, je ne suis pas pompier, je ne serais pas capable de faire ce qu'ils font, mais c'est le pompier, entre guillemets, qui a eu la formation de base. Et il y a des feux très spécifiques, hein, feu de navire, feu de tunnel, etc., feu en usine chimique. À ce moment-là, si on arrive quand même à maîtriser le feu au début, tout va bien. Si on se rend compte que le feu est problématique, qu'il faut un équipement particulier, une stratégie particulière, parce qu'il y a des produits explosifs, parce qu'on est dans un tunnel, parce que ci, parce que ça, on enverra des troupes dédiées à ce type d'intervention. Ben là, c'est un peu la même chose. On a nos pompiers classiques, nos macrophages et nos neutrophiles, qui en 99% du temps quasiment suffisent. Et si au bout de 3 jours, ils se retrouvent démunis, ils vont appeler des unités d'élite, les lymphocytes, qui vont venir prêter main forte. Les macrophages et les neutrophiles ne se retirent pas, hein. Ils restent sur zone, ils continuent de travailler, mais avec le renfort d'unités un peu plus spécifiques, cytotoxiques, anticorps, etc. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on fera quand on fera les TD suivants. Ok, donc du coup, si c'est bon pour vous, moi je vais m'arrêter là, je vais voir si vous avez des questions. Et la prochaine fois, on se fera la fiche inflammation, mais je tiens d'abord toujours à ce qu'on fasse le schéma, que le schéma s'imprime bien. Au prochain TD, on reverra le schéma posément, on fera notre fiche inflammation tranquillement et on fera les interférons. Et donc je pense qu'on aura fini la semaine à ce moment-là, puisque ce sera vendredi, et on pourra partir la semaine prochaine sur l'immunité justement adaptative, c'est-à-dire voir vraiment ce qui se cache derrière tout ça, et là on parlera un peu plus en détail du complément. Ok? Est-ce que c'est bon du coup pour vous? Est-ce que ça va à peu près pour ce matin? Ok. Bon ben nickel. Tant que ça va, moi ça me va aussi. Hop, alors, je vais juste couper du coup l'enregistrement comme ça. C'est bon. Tuc.